Dans le PC que vous voyez actuellement, on y trouve un Ryzen 1700, une GTX 1080 et ce qui était ma configuration jusqu'à présent. Et cette configuration, je l'admets. Mais aujourd'hui, malheureusement pour elle, je change de PC parce qu'elle part en congé maladie suite à un petit burn-out. Puis ça me permettra aussi d'avoir un PC qui est plus efficace pour toutes les activités que je fais et je me suis dit que partager ça avec vous, ce serait plutôt sympa. Comme certains d'entre vous le savent, j'adore les petits PC. Donc forcément ici, on va se retrouver sur un build Mini ATX. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je change de PC, parce que jusqu'à présent, j'étais plutôt vocal que mon 1700 me convenait à peu près bien. Et bien ça, c'était il y a quelques mois, juste avant que j'essaye un petit peu de step up ma qualité vidéo, et malheureusement maintenant, le PC il tient plus forcément la cadence. Des lags dans les pré-rendus 1080p et encore plus 4K, même si je mets le pré-rendu dans les settings minimal. Après bon, je monte aussi en x3 ou x4, donc je cherche peut-être un petit peu la merde aussi. Des problèmes d'export de vidéo qui bug en plein milieu, et plus récemment, un Premiere Pro qui décide de ne plus du tout se lancer, même après réinstallation. Ça faisait à peu près 4 ans que j'avais ce PC et j'ai pas vraiment envie d'en changer, mais pour ma santé mentale, c'est quand même un petit peu mieux. J'avais plus prévu de le faire aux alentours de octobre ou novembre pour la sortie du partenariat Leonly et Dantcase, mais au vu des éléments récents, c'était soit je réinstalle Windows et je repars de zéro, soit je me monte un tout nouveau PC. Et autant dire que j'allais pas passer à côté d'une belle occasion de monter un PC. Je vous laisse découvrir le résultat final et après on parle de tout ce qu'il y a dedans. Vous avez pu le voir du coup, le build a été fait dans un petit boîtier NR200P de chez Cooler Master qui fait à peine 18 litres. Honnêtement, ça faisait un petit bout de temps maintenant que je lorgnais sur ce boîtier parce qu'il est aux alentours des 100 €. C'est un boîtier qui est parfait pour du compact sans casser la banque et il est de bonne qualité avec plein de bonnes choses à l'intérieur. En plus, il est livré avec tout un set d'accessoires qui est plutôt complet, riser, ventilateur, grille pour ventilateur, tout ce qu'il faut. En plus, la semaine dernière, il y avait une petite promo sur la version blanche qu'il mettait à 77 €, donc j'ai pas vraiment hésité une seule seconde. Pour le processeur, j'ai opté pour ma propre recommandation de la dernière vidéo sur le 11400F. Le 3700X. En plus, honnêtement, j'avais pas vraiment le budget d'avoir un second 5800X en plus de celui qui est déjà dans ma table de bench. Déjà, les performances du 3700X vont grandement me changer la vie, alors autant ne pas être trop gourmand là-dessus. Pour refroidir le processeur, on a un Arctic eSport 34 blanc avec un seul ventilateur. Je me suis dit que c'était suffisant pour refroidir notre 3700X à pleine charge. Et puis l'avantage de celui-ci, c'est que le refroidissement est vraiment tout blanc de partout. Donc ça se mariait parfaitement avec le reste du build. Les seuls petits bémols, c'est que le bout des heat pipes, ils sont pas vraiment bien finis. J'aurais préféré avoir quelque chose comme sur le Hyper 212 Black Edition, quelque chose de vraiment nickel. La cold plate est peut-être aussi un petit peu petite pour du Ryzen, mais vous verrez au final niveau température, ça refroidit quand même plutôt bien. Pour le RAM, je dois vous avouer que j'ai complètement craqué. Ce sont les Team Group T-Force ARGB 3200 en 32 Go. Leur effet blanc givré fait vraiment toute la différence. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent pour ces RAM, mais au final, je les trouve vraiment magnifiques. Pour la carte mère, j'ai pris chez Aorus une B550i Pro AX et je vais pas vous mentir, son principal argument, c'est le prix. Je l'ai eu pour moins de 150 € pour les Prime Days. Elle contenait tout ce que je voulais. Deux slots M.2, un look sobre, des VRM qui me diront pas merde si jamais je mets un plus gros processeur dessus et des ports qui sont plutôt décents pour une carte ITX. Le seul vrai bémol de cette carte, c'est qu'il n'y a pas d'USB Type C. Ce qui veut dire qu'en 2021, les boîtiers qui sortent, vous ne pourrez pas utiliser ce connecteur là sur votre case. Après bon, il y a aussi le BIOS Aorus qui est vraiment pas ouf, mais bon, ça je pourrais vivre avec. Enfin bref, je trouve quand même que cette carte mère tient très bien la route par rapport au prix où je l'ai payé. J'ai rajouté à ça un petit NVMe de 1 Tera pour 80 €, c'est le même prix que du SATA, donc autant prendre un connecteur M.2 en NVMe. On sait jamais, ça peut toujours servir. Peut-être qu'un jour j'aurai besoin de la vitesse supplémentaire. Pour la carte graphique, je n'ai pas changé ici, j'ai pas un budget illimité et ses performances me conviennent encore très bien. Et puis honnêtement, pour le peu que je joue, ça servait à rien de mettre une carte hors de prix. La carte était blanche de base, donc ça fonctionnait parfaitement avec ce build. Pour la ventilation, j'ai utilisé des Arctic P12 PWR. Un des meilleurs rapports performance, bruit et prix. J'en ai 4 ici, 2 en entrée d'air et 2 en extraction. J'ai pris aussi les modèles PST qui permettent de les relier entre eux, comme ça j'ai besoin d'avoir qu'un seul port PWR. Après personnellement, ça me chagrine pas forcément que ces ventilateurs ne soient pas RGB et vous verrez que pour ça, j'ai d'autres petits tours dans mon sac. On en vient maintenant à ma partie préférée de ce build, l'alimentation Corsair FX 600 Platinum. Une véritable bombe. Pas dans le sens où ça explose, hein, dans le sens où c'est très bien. C'est une alimentation SFX qui détient plein de qualités. Full modulaire, pas cher pour une alimentation Platinum SFX. Personnellement, je l'ai payé que 126 € sur Amazon, ce qui est
plutôt pas mal. Et surtout, elle vient avec des câbles avec une gaine noire tressée, ce qui les rend visuellement beaucoup mieux que les câbles plastiques habituels. On m'a conseillé ces alimentations-là plusieurs fois, je n'avais jamais vraiment une entre les mains, et maintenant que je l'ai, je suis clairement pas déçu. Et si jamais vous n'êtes pas encore convaincu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Optimum Tech à ce sujet-là. On arrive maintenant à la boulette de ce build, des câbles custom de chez Corsair. Ils sont bien, ils sont beaux, mais ils manquent de peigne et sont pas assez rigides pour faire de belles lignes droites. Ils ne sont pas vraiment faits pour l'ITX. Et vous verrez pourquoi un petit peu après. Après, pour 89 €, c'est quand même respectable. On a plein de câbles en tout genre, donc vraiment tout ce que vous avez besoin pour chacune des alimentations Corsair. Par contre, attention, ces câbles sont compatibles uniquement avec certains modèles de chez Corsair. On arrive maintenant à la pièce finale, la lumière dans le boîtier. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez maintenant que j'aime pas forcément le RGB. Mais par contre, ça veut pas dire que j'aime pas la lumière, surtout quand il y a des petites touches pour mettre en valeur les composants. Et pour faire ça, j'utilise généralement ce genre de bandes. Celles-ci sont des Easy DIY, c'est des répliques des Fentex Néon qu'on trouve dans le commerce. Leur particularité, c'est d'avoir un diffuseur intégré, ça évite les effets de points que personnellement j'aime pas du tout. Et en plus, le prix est raisonnable. Pour deux bandes de 40 mm, on en est à peu près à 17 € et quelques. C'est facile à poser, la lumière est plutôt bien diffusée. J'étais sceptique à la base par rapport à cette copie, mais honnêtement, j'en suis très content. Au final, si on compte le prix total de tout ça sans le GPU, on est aux alentours des 904 €. Mais bon, si j'avais pas craqué sur ces rames et que j'avais pas pris ces câbles custom, on serait plus aux alentours des 680 ou 700 €. Ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable. Ça fait cher, c'est clair, mais bon, je regrette pas du tout ce choix-là, mis à part un petit peu les câbles custom. Mais ça, bon, on ne sait que vraiment une fois qu'on l'a fait. Du coup, tout ça, j'ai tout payé de ma poche, mis à part deux ventilateurs que j'ai récupérés des tests qu'on avait fait sur les ventilateurs Arctic. Pour moi, c'est important de faire ça parce que si je le fais pas, je perds vite pied avec ce qui est cher, ce qui est pas cher et les recommandations, du coup, s'en prennent un coup. Donc bon, je me suis fait plutôt plaisir ici et on peut se le permettre quand même tous les 4-5 ans. Par contre, vous en doutez peut-être, mais ce build n'a pas été de tout repos. J'ai quelques petits éléments qui m'ont posé bien souci à certains moments. Le petit cache en dessus du SSD qui sert pas à grand chose mis à part à faire joli, il pose problème au moment de l'installation de la carte graphique si vous avez une backplate qui est plutôt haute. Donc il va falloir l'enlever si vous voulez éviter tout simplement de rayer la backplate de votre carte graphique. Surtout avec les prix qu'on paye maintenant, ça ferait extrêmement chier d'avoir une rayure dessus. Faites aussi attention à la hauteur du NR200p, ce Arctic Export 34 ne rentre pas vraiment dedans. Enfin, il rentre, mais vraiment très juste. Donc après, ça c'est de ma faute, j'ai pas vraiment regardé avant et je pensais que ça passait, mais ça reste très juste. Mais bon, si jamais, vous pouvez plier un petit peu le boîtier à ce niveau-là pour que les choses rentrent un peu plus facilement. Un autre problème que j'ai eu, c'est avec les panneaux, parce qu'ils tiennent pas énormément. Leur fixation sans vis est vraiment très bien faite et très pratique, mais par contre, elle est trop facile à enlever. Dans mon cas, moi, vu que je suis un idiot, il y a un peu plus de pression, et si jamais je tape trop fort sur mon bureau, les panneaux peuvent tout simplement tomber. J'aurais personnellement aimé avoir une petite attache, histoire de sécuriser au moins le verre trempé. Après, c'est rien que ne règle un petit bout de scotch double face bien dégueulasse. La dernière chose qui m'a posé souci, et c'est de ma faute, c'est le fait que j'ai acheté des câbles custom Corsair qui sont faits pour du ATX et qui sont longs, très long pour du ITX et même pour du ATX. Et ça a été une vraie galère de rentrer tout ça à peu près correctement au sein du boîtier sans vraiment faire des choses qui sont très dégueulasses. Par contre, Dieu merci au boîtier de chez Cooler Master qui a beaucoup d'options pour faire du cable management et pour ça a été un véritable plaisir. Clairement, c'est un gros regret de ma part parce que ça fait maintenant un amas de câbles sur la droite qui est vraiment pas propre. En plus, comme Corsair ils sont un petit peu radins au niveau des peignes à câbles, j'ai dû en récupérer d'autres 24 pins d'extension que j'avais déjà. Et sans ça, le rendu du câble qui passe au milieu serait vraiment dégueulasse. Ne faites pas comme moi, regardez un petit peu les tailles avant d'acheter. Au final, je trouve quand même que le build s'en sort très bien, il est très joli et je reste un homme heureux tant que je regarde pas en bas à droite. Parlons un petit peu des performances de la machine et autant dire que je suis sur une autre planète, il y a même certains scores qui sont pratiquement doublés par rapport à mon CPU d'avant. Par contre, attention, j'ai réglé ma fréquence en manuel histoire vraiment d'avoir le meilleur score multicœur possible tout en consommant le moins possible. Je me suis arrêté au final sur du 4,3 GHz pour du 1,20 volts, ce que je trouve un bon équilibre pour faire des rendus, du montage et un petit peu de développement. Au final, avec ce processeur, la mission est accomplie, j'ai plus du tout de problème de pré-rendu en 1080p ou en 4K, même en accéléré, donc je pourrais enfin monter le plus efficacement possible sans avoir aucun problème de perte. J'ai pas encore testé de jouer sur cette machine, mais bon, avec l'upgrade de processeur, j'ai pratiquement aucun doute sur le fait que ce sera bien mieux qu'avant. Et puis honnêtement, j'ai plus vraiment le temps de jouer avec la chaîne YouTube plus le boulot. En termes de température, au bout de 30 minutes sur le test AIDA64, on arrive à une température stabilisée de 78 degrés. Ça peut sembler un petit peu chaud pour vous, mais j'ai des courbes de ventilation qui sont très conservatrices et qui privilégient le silence à vraiment avoir un système qui est frais. Les ventilos du boîtier ne dépassent pas les 1100 RPM à pleine charge et à pleine charge, le CPU ne dépasse pas les 1500 RPM. Ça donne au final une machine qui est très peu audible à pleine charge, surtout si vous faites comme moi, undervolter votre GPU avec une courbe personnalisée. Quand je dis que je déteste le bruit, c'est vraiment sérieux. En tout cas, c'est vraiment appréciable quand on travaille sans casque et qu'on enregistre dans la même pièce.
Au final, je suis quand même très content de l'esthétique et des performances de mon nouveau PC. Il y a des specs raisonnables, adaptés à mes besoins pour un budget plutôt raisonnable. Je reste donc fidèle au mantra que je vous conseille, prenez ce que vous avez besoin et pas bien plus. Et puis ça fait plaisir d'avoir enfin un PC qui est cohérent en termes d'esthétique, parce que avant d'habitude je faisais juste le tour des promotions et c'était une accumulation de tout ça pour mon PC personnel. Mais bon, ça m'a pas non plus empêché de profiter de quelques promos et de bons plans, parce que un bon radin reste un radin dans toutes les circonstances. Ça me fait tout de même mal de dire au revoir à mon ancien compagnon de route, mais rassurez-vous, il ne va pas rester à prendre la poussière. Enfin bref, merci à vous d'avoir suivi la vidéo et j'espère que ce petit build vous aura fait aussi plaisir qu'il m'a fait plaisir à moi. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!